Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. On fait le tour des unes de presse avec ma collègue Marianne Bessette. Salut. Salut Alexandre. On commence avec la une du Journal de Montréal. En fait, une des nouvelles qui se trouve en une. Article de Clara Loiseau. On dénonce la malbouffe dans les hôpitaux québécois qui est en fait encore bien présente et encore vendue aux visiteurs et aux employés. Je rappelle qu'il y a 1 an, le ministre de la Santé a demandé de revoir l'offre alimentaire au centre hospitalier parce que, en fait, le journal est allé faire une enquête. Donc là, on a demandé à revoir l'offre. Et là, 1 an plus tard, le journal est retourné voir cette offre alimentaire proposée dans certains établissements. L'an dernier, on avait visité une quinzaine de cafétérias d'hôpitaux québécois. Et ce qu'on y retrouve, là, il y a encore quelques options santé qui sont offertes. On parle de comptoirs à salade, des sandwichs, des bars protéinés. Mm-hmm. Par contre, il y a des pizzas, des burgers, Yum. des bars chocolatés qui Yum. se trouvent encore dans le menu. Et là, dans les couloirs, il y a des machines distributrices et c'est pas un pot de salade qu'on va retrouver dans ces machines. Ça va bien évidemment être des croustilles, des sodas, entre autres. À Québec, au centre hospitalier de l'Université de Laval et à l'hôpital Saint-François d'Assise, on retrouve aussi des poutines, des cheeseburgers, des hot dogs. Et ça, c'est vraiment un bref portrait de la situation globale. Là, j'invite nos auditeurs et nos téléspectateurs à aller lire le reportage complet dans les pages du journal. Et là, on a eu des réactions par rapport à ça. Corinne Voyer, qui est directrice du collectif Vital, qui trouve que c'est vraiment une situation qui est inacceptable et qui prône des mauvaises habitudes de vie. Elle dit que la friture, ça n'a pas nécessairement sa place, que ça n'a pas sa place dans les centres hospitaliers, surtout avec ce qu'on sait aujourd'hui, qu'il y a beaucoup d'associations entre une alimentation riche en sel, en sucre, en gras avec les maladies chroniques. Et là, l'an dernier, après notre reportage, le ministre Christian Dubé, comme je te disais, a demandé un portrait complet de la situation. 1 an plus tard, ce dit portrait complet, on dit qu'il est toujours en cours de validation. C'est ce qu'indique Marie-Pierre Blier du ministère de la Santé et des Services sociaux. Elle confirme aussi que le cadre de référence en matière d'offres alimentaires dans les hôpitaux du Québec est actuellement en révision et doit être rendu au public en 2025. Je rappelle que le premier reportage est sorti en 2023. Et là, dans les hôpitaux, on a réagi également. À Sainte-Justine, on a affirmé par courriel qu'on attendait ce cadre de référence pour réviser sa politique alimentaire, tout en affirmant que l'offre qui est présentement proposée, elle respecte les critères nutritionnels. Et à Laval, le Centre intégré de santé et de services sociaux procède depuis 1 an à des vérifications auprès de ses partenaires pour être conforme à la politique du N3S. Okay, j'ai beaucoup de choses à réagir. Premièrement, Jean-François nous a montré des images il y a 2 minutes, puis je m'excuse, je deviens tellement accroché sur des détails. J'ai-tu vu une poutine au hot chicken quelque part? Ouais, exact, elle est là. Il y a une poutine au hot chicken. J'ai envie de savoir c'est dans quel hôpital, tout ça. Mon Dieu, je veux pas encourager. Il y a toutes sortes de poutines, Alex. Je veux pas encourager les gens à aller manger une poutine au hot chicken, mais god damn, une poutine au hot chicken. OK, ça me titille, tu vois? Je suis pas faim. On a parlé de malbouffe, j'ai faim en regardant la poutine. Bon. Je sais jamais comment me sentir par rapport à cette histoire-là, parce que le collectif Vital puis les autres intervenants ont raison. C'est vrai qu'on devrait donner l'exemple des hôpitaux. Après ça, est-ce que les gens qui viennent visiter l'hôpital, puis tu viens visiter l'hôpital, tu viens visiter quelqu'un, souvent c'est dans des circonstances qui sont pas super le fun. Quelqu'un qui est hospitalisé, c'est rarement plaisant, c'est rarement prévu. T'es là puis tu prends soin de ta personne. Si tu passes une dure journée, là, t'as-tu plus le goût d'aller dans la cafétéria manger une maudite salade ou tu te claques une poutine en te disant ça va aller mieux puis let's go, on lâche pas? Je sais pas. Je sais que c'est pas la bonne chose à dire, mais en même temps, est-ce que c'est ça le problème numéro 1 qu'on a dans les hôpitaux au Québec? Je comprends qu'on peut on peut mâcher de la gomme puis marcher en même temps, on peut régler le problème. Je suis d'accord, hein, je comprends. Mais mettons que je suis le ministre de la Santé, Christian Dubé. Je me lève ce matin, là, je lis ça dans le journal. Ma réaction, sincèrement, là, je pense que ce serait quelque chose comme... La bouffe, là, vraiment, c'est ça qu'il faut que je règle le matin. Tu sais, il y a tellement de problèmes dans le système de santé, il y a tellement d'affaires qu'il faut régler, tellement de bureaucratie à gosser dedans. Est-ce qu'on va vraiment commencer là, à gérer la malbouffe, puis l'offre, puis payer plus cher? Ça va coûter plus cher de la bouffe santé. C'est ça que ça coûte pour des traiteurs santé, puis des repas qui sont moins cheap dans les hôpitaux. Puis là, on va augmenter la facture encore plus aussi du réseau de la santé. C'est-tu vraiment ça qu'on veut? C'est-tu la priorité, plutôt? Oui, c'est ce qu'on veut. Point.
est-ce que c'est la priorité? Demain matin, je me lève, je suis ministre de la Santé, sincèrement, je lis ça, puis je fais OK, on va mettre ça pile des choses à faire. Fait qu'on se revoit dans une couple d'années. Le portrait de la situation qui prend plus qu'un an, c'est une blague. C'est sûr il claque des doigts, il a le portrait de la situation, là, c'est le ministre de la Santé. Peut-être ça s'est perdu par fax. Mais c'est bon, ça, tu vois. C'est peut-être perdu par fax, mais c'est quand même, tu sais, ça prend pas plus qu'un an à avoir le portrait. Ils l'ont, le portrait. C'est juste, quand ils repoussent ça, puis ils font comme s'ils étaient proactifs dans le dossier. Puis j'y comprends, là. Ils répondent aux questions, puis on s'en va l'année prochaine, faites-moi un rappel, c'est pas ça la priorité. C'est plate, là. Je comprends les points de tout le monde, les arguments de tout le monde, mais c'est-tu vraiment sa priorité? Tout savoir en 24 minutes. Toujours sous la plume de Clara Loiseau dans le Journal de Montréal, on rapporte qu'il y a plusieurs organismes qui dénoncent le fait qu'il y a de plus en plus de propriétaires qui abandonnent leurs animaux devant les refuges ou sur le bord de la route et parfois même en pleine nuit. Et là, les abandons, on parle que c'est des abandons qui se font sauvagement. Alors, il y a André Boissel, bénévole et responsable des soins animaliers à la Société protectrice des animaux du littoral, qui est située près de Rimouski. Elle raconte qu'il y a un de leurs bénévoles qui a trouvé une boîte sur la galerie du refuge avec une chatte, ses 2 chatons, la semaine dernière. Donc, il était propre, il était sociable, donc elle dit que ça venait clairement d'une maison. Mais ce qu'on dénonce vraiment, c'est la façon que ça s'est fait, donc devant, dans une boîte, en fait, devant le refuge. Et là, depuis quelques années, les abandons d'animaux dans les refuges et les cliniques vétérinaires, c'est devenu monnaie courante, dit-elle. Mais c'est surtout aussi la hausse considérable du nombre de signalements d'animaux abandonnés dans la nature qui est inquiétante selon elle. Il y a beaucoup de gros chiens abandonnés qui sont attachés sur le bord de la route. Il y a des chats qui sont laissés dans des boîtes de carton loin dans les forêts. C'est même les marcheurs qui signalent ces abandons-là. Il y a plusieurs refuges qui ont d'ailleurs confirmé au journal que le phénomène, ça semble s'intensifier cette année. C'est ce qui est confirmé par la SPCA de Montréal. Juste avant l'été, là, il y a un chien qui a été abandonné en avant des locaux qui était attaché à un arbre avec une note à son cou. C'est ce qu'a raconté la directrice générale de la SPCA de Montréal, Laurence Massé. Et là, pour Philippe Labonté, qui est directeur général de la Société protectrice des animaux de Drummond, lui, il dit que la COVID, ça a fait reculer le Québec de 10 ans en matière d'abandon. Okay? Il y a des personnes qui abandonnent leur animal comme si rien n'était. Ça fait quand même 32 ans qu'il est dans le domaine, donc il y en a vu depuis dans les dernières années. Et ce qu'on craint, en fait, ce que le personnel de ces organismes-là craint, c'est que ce genre d'abandon-là sauvage, ça se fasse de plus en plus souvent, notamment à cause de la crise de l'habitation. Il y a des propriétaires qui acceptent, il y a peu de propriétaires qui acceptent les animaux, mais il y a aussi le hausse de la coût de la vie et le frais des vétérinaires. Il y a un gros dossier dans le journal qui est sorti un peu plus tôt cette année concernant les frais vétérinaires. C'est tellement cher quand tu vas là pour ton animal. Donc, c'est ce qu'on craint le plus, là, malheureusement, pour les prochaines années. C'est ce qu'on appelle une tempête parfaite. Hein? Toutes les conditions sont réunies pour que les gens continuent à abandonner les animaux comme ça. C'est vraiment, vraiment une nouvelle qui me fait de la peine. Là. Je pense qu'on peut pas être insensible là, face à ça. J'ai possédé des animaux presque toute ma vie. Quand t'en as un animal, tu t'en occupes du début jusqu'à la fin. C'est un engagement. C'est un membre de la famille que tu prends. Là. C'est ça, avoir un animal. Sinon, aise-en pas. Puis je comprends qu'il y a des gens qui se sentaient tout seuls pendant la pandémie puis qu'après ça, ils regrettent leur choix. Mais là, c'est quand même votre responsabilité. Vous vous lancez dedans, vous allez mener ça jusqu'au bout, peu importe combien ça coûte puis les sacrifices que vous devez faire. Vous avez pris un engagement envers un être vivant. Je m'en fous que ce soit un animal, c'est un être vivant. Vous allez vous en occuper. Sinon, vous trouvez vous-même quelqu'un... Mettons là, que c'est la pire situation qu'il n'y a pas, vous trouvez vous-même quelqu'un d'autre pour vous en occuper. Ça se fait, là, des groupes d'adoption, pis de ci, pis de ça. Tu fais un effort, puis tu le fais. T'abandonnes pas ton animal dans la nature, puis tu fais pas juste domper ça, le problème d'un bras de quelqu'un d'autre ou d'une organisation, d'une société. Ils ont de la misère à s'en occuper eux-mêmes, puis vous le savez, là, c'est écrit partout dans les journaux. Bon. Là, après ça, comme tu le dis, c'est vraiment, moi, je pense, la crise du logement qui est dure. Les gens savent que ça coûte cher un animal, je pense, c'est un des facteurs, mais au-delà de ça, les propriétaires qui n'acceptent pas les animaux, ils en acceptent partout. Beaucoup, c'est partout. Tu dis pas d'animal. Là, tu dois quitter ton logement parce que tu te fais rénovicter, tu te fais sacrer dehors, ton augmentation de loyer est trop grosse. Trop cher, Tu pars, puis là, tu cherches un logement. Tu le cherches désespérément. Puis tous les beaux logements, mettons, que tu vas trouver ou ceux qui te plaisent le plus, ils acceptent tous pas les animaux.
C'est dur, là. C'est dur pour des familles, pour des gens qui, après ça, ont besoin de se loger urgemment. Puis l'animal est comme dans le chemin. Des fois, ils font un sacrifice quelque part, puis le sacrifice, c'est l'animal. Ils sont obligés de s'en débarrasser justement à cause que les propriétaires en veulent pas dans leur logement. Puis c'est aussi un sentiment aussi que les propriétaires créent avec leur animal. Là, comme tu dis, c'est un animal, c'est un membre de la famille. Là, on s'attache à ces petites bêtes-là. Hein. Absolument, mais c'est vraiment une nouvelle triste. C'est un choix à faire quand vous achetez un animal, mais c'est un choix qui est irréversible. Juste le rappeler, là, vous prenez soin d'un animal vivant, c'est pas un objet, c'est pas un hobby, c'est un animal vivant. C'est un être vivant comme vous. Prenez-en soin. Tout savoir en 24 minutes. Dans la presse, article d'Hugo Pilon-Larose. Avec la fin du mois d'août, ça rime souvent avec la rentrée scolaire. Et là, ce matin, souvent? on a... souvent, tout le temps, pas mal. Chaque année. C'est chose courante. La plupart du temps, en septembre, on rentre à l'école. Des fois. Donc, non. C'est comme Noël, on l'attend chaque année. Et là, ce matin, on apprend, sans grande surprise, tu me diras, Alexandre, que les écoles font à nouveau face à un casse-tête insoluble. Surprise. On sait, on est en pleine pénurie d'enseignement, de personnel qualifié. Il y a beaucoup de départs à la retraite. On attend aussi une forte augmentation du nombre d'élèves au cours des prochains mois. Écoute, selon des projections préliminaires du ministère de l'Éducation obtenues par la presse, il y a environ 20 000 nouveaux élèves qui devraient s'ajouter en cours d'année au réseau primaire et secondaire public de la province. Et ça, ça pourrait craindre Québec à ouvrir jusqu'à 1000 nouveaux postes de professeurs au cours du calendrier scolaire 2024-2025. Puis là, je rappelle qu'en juin dernier, là, quand les classes sont fermées, il y avait les centres de services scolaires qui n'étaient pas parvenus à trouver un enseignant pour chaque poste ouvert en raison de la pénurie de main-d'œuvre. Et bien là, l'augmentation du nombre d'élèves, je te parlais de 20 000 tout à l'heure, qui requiert l'ouverture de plus de postes d'enseignants, ça pourrait amplifier l'effet de la pénurie. Et dans les dernières négociations du secteur public, il y a Québec qui avait obtenu une mesure qui avait obtenu une mesure qui devait, selon lui, assurer une plus grande stabilité dans les écoles et permettre aussi que les enseignants, les élèves et les parents vivent moins d'incertitudes avant le retour en classe. Alors, pour la première fois cette année, la date limite pour que les centres de services scolaires terminent le processus d'affectation d'enseignants a été fixée à ce jeudi 8 août. Donc, aujourd'hui, c'est environ 3 semaines plus tôt que les années précédentes. Par contre, on dit que cette avancée importante pour le système d'éducation, ça pourrait avoir un effet limité. Même si les postes sont pourvus plus tôt, il y a Kathleen Legault, présidente de l'Association montréalaise des directions d'établissements scolaires, qui dit qu'on affiche les postes le 8, le 15, le 22 août. Il n'y aura pas plus d'enseignants qui vont être disponibles. On s'attend à une rentrée très similaire à celle de l'année dernière. Ben oui, on ouvre 1000 nouveaux postes. C'est ce qu'on va avoir besoin de faire, mais tous les postes ouverts sont pas remplis déjà. Et t'en rajoutes d'autres. Je veux dire, tu t'allonges la liste, t'en trouveras pas plus. C'est une évidence. Non, moi, ce qui est plus préoccupant, puis il faut être capable d'analyser la situation calmement, puis sans verser dans les dénonciations et les accusations. Là. En ce qui concerne l'immigration temporaire, puis le nombre de réfugiés qu'on soit au Québec. Parce que l'an passé, c'était 80% de l'augmentation des nouveaux élèves qui rentraient dans le réseau. C'était issu de ça. C'était des enfants qui étaient nés en dehors du Canada. Puis on parle au niveau primaire et niveau secondaire. C'est des jeunes. Là. C'est un chiffre qu'il faut prendre en compte. Là, on parle de 20 000 nouveaux élèves qui rentrent dans le réseau. Plus d'élèves, on a besoin de plus de profs. On parle de 1000 nouveaux profs, qu'on a besoin de nouveaux postes qu'on doit offrir de plus que ceux qu'on cherche déjà. C'est un impact qu'on a sur nos réseaux. Puis il faut vraiment être capable de regarder le problème en face puis de le prendre à bras-le-corps. On a trop de gens qui rentrent au Québec pour la capacité d'accueil. C'est pas contre les nouvelles personnes qui arrivent. Ces gens-là, c'est pas juste des chiffres, c'est des familles, c'est des réfugiés, s'ils ont des enfants. On doit leur enseigner ça à ces enfants-là, puis on va le faire. Parce que c'est comme ça qu'on est au Québec, on va le faire. On accueille tout le monde. Mais il faut comprendre que ça vient avec des conséquences monétaires, des conséquences au niveau de la qualité de l'enseignement, des conséquences un peu partout dans le réseau. Ça va coûter bien plus cher. On va engager plus de monde. On va rusher. On va le faire, mais on va rusher. C'est ça qu'il faut constater dans ces enjeux-là. Puis même si François Legault, ça m'énerve de le dire, mais je le trouve bien maladroit là, de dire des affaires exagérées comme 100% de la pénurie de logement, c'est dû aux immigrants temporaires. C'est pas vrai.
Mais c'est une grande partie, c'est vrai ça. Ça, il a raison. Puis sur le réseau de l'éducation, puis dans nos garderies, puis dans notre réseau de la justice, puis on peut tout les nommer. On va avoir une augmentation, puis où on voit déjà une augmentation de gens qui rentrent dedans. C'est sûr qu'on ne peut pas prendre soin de tout le monde de la meilleure des manières si on a trop de gens. C'est un problème qu'il faut regarder, contempler en face, puis savoir comment gérer. Je dis un problème, c'est un enjeu. Regardez, le problème étant la saturation de nos systèmes, pas les gens qui s'en viennent, bien évidemment. Tout savoir en 24 minutes. Toujours dans la presse, un article d'Alice et Gérard Bossé. On parle des Jeux olympiques là, depuis les dernières semaines. C'est sûr qu'on en parle. On est fiers de nos athlètes. On parle beaucoup notamment des points positifs. On est fiers de nos athlètes, de ceux qui gagnent des médailles, de ceux qui se rendent. Même juste le fait de se rendre aux Jeux olympiques, c'est quelque chose. C'est pas pire pantoute, ouais. Puis dans un autre épisode aussi, je te parlais du français qui était très présent, même si on craignait que l'anglais prenne le dessus. Et là, il y a des points un peu plus négatifs qui viennent faire réagir. Et c'est ce qui est mis de l'avant dans cet article de la presse. Qu'est-ce qui se passe, en fait, c'est que, comme n'importe quel événement sportif, il y a des commanditaires. Et là, cette année, on peut voir des entreprises comme Petro-Canada, Tanguay, RBC, Hydro-Québec, Toyota pour les Jeux olympiques. Et là, depuis le 26 juillet, Ozempic figure parmi les commanditaires de la diffusion des Jeux olympiques de Paris à Radio-Canada. Pour ceux et celles qui ne savent pas ce qu'est Ozempic, c'est un médicament de la société pharmaceutique danoise Novo Nordisk qui normalement vient traiter, originalement traiter le diabète de type 2. Ça a vraiment bondi en popularité parce que ça a été vanté comme un coupe-faim par des influenceurs. Et là, le même médicament qui est aussi approuvé pour la perte de poids par Santé Canada sous le nom de Wegovy chez les patients qui ont reçu un diagnostic médical d'obésité. Et là, cette décision-là de prendre Ozempic comme commanditaire, ça vient faire réagir les téléspectateurs sur les réseaux sociaux. Certains qui vont même jusqu'à nommer l'événement les Jeux Ozempic au lieu des Jeux olympiques. Alors, la presse a questionné Benoît Arsenault, professeur au département de médecine de l'Université Laval. Lui, il dit que c'est le premier à dire qu'Ozempic, c'est un médicament absolument formidable pour certaines personnes atteintes de certaines maladies chroniques. Cela dit, il trouve ça assez préoccupant qu'on associe Ozempic avec les Jeux olympiques parce qu'il estime qu'il faut arrêter de véhiculer des préjugés voulant que si on a un corps, un poids corporel élevé, c'est parce qu'on mange mal et qu'on fait pas de sport. Il dit qu'il a l'impression que c'est un peu ça le sous-contexte que le diffuseur public nous envoie en nous bombardant, dit-il, de publicité d'Ozempic comme il le fait présentement. Ouais, il y a de quoi de controverser certains de mettre des pubs d'Ozempic à côté des corps musclés puis entraîner des Olympiens. Là. Ces gens-là, c'est les personnes les plus en forme de la planète, c'est pas pour rien, c'est parce qu'ils s'entraînent, c'est parce qu'ils font attention à leur forme physique. Puis après ça, tu mets une pub à côté. Je veux dire, on comprend. Il y a personne qui pense réellement que les athlètes sont sur l'Ozempic. Mais, c'est quoi l'association que tu fais? Corps en santé, Ozempic. Corps en santé, Ozempic. Corps en santé, Ozempic. Tu mets les deux un à côté de l'autre, puis c'est ça les stratégies marketing. Là. C'est pas pour rien qu'ils ont envoyé ça aux Olympiques. Après ça a dû leur coûter combien Ozempic pour pouvoir mettre autant de pubs? Ils ont les moyens de leurs ambitions, puis money talks, hein, l'argent parle, puis c'est ce qu'ils ont fait. Après ça, est-ce que je suis d'accord? Est-ce que le comité olympique devrait se vendre, se prostituer comme ça? Là, je vais le dire, là, pour des annonces qui n'ont aucun rapport avec les Olympiques? C'est leur choix, hein? Ils ont le droit. On est dans un libre marché, mais quand même, moi, je trouve ça douteux de mettre des annonces d'Ozempic comme ça, même si je comprends le coût marketing. Je trouve quand même que c'est un peu déplacé. Marianne Bessette, un gros merci pour le tour d'actualité. Merci à toi.